Bonjour à tous, c'est Chavert, votre serviteur. J'aimerais aujourd'hui vous parler de quelque chose qui me tient un petit peu à cœur. Euh, les vacances sont bien entamées, on est fin juillet, et si on fait rien, nos chers managers, décideurs qui sont en train de feuilleter micro-hebdo sur la plage, eh ben, c'est eux qui vont choisir nos projets pour 2019. Alors, il n'est pas trop tard hein, pour se demander quel projet on doit mettre en place en 2019. Euh, il y a plein de sujets en cours. Après, il y a des choses qui sont plus ou moins à la mode. Parmi tous ces chantiers un petit peu à la mode, il y en a quatre que je retiens. Euh, le premier, évidemment, sans aucun état d'âme, c'est le cloud, hein, même si ça va nous apporter plein de contraintes légales avec les dernières lois qui sont passées comme le Cloud Act vont pas nous simplifier la vie, mais on n'y coupera pas, à plus ou moins grande échelle, on va y aller. On va avoir évidemment une partie DevOps, parce faut qu'on arrive à harmoniser tout ça et à être capable de livrer nos applicatifs rapidement et de manière fiable. C'est là que ça devient rigolo. On va avoir du BYOD, peut-être pas trop en France encore sur 2019, mais un jour ou l'autre, il faudra quand même qu'on se dise que l'expérience utilisateur est importante et que ce qu'ils ont à la maison, ils veulent la même chose au bureau. Et que les problèmes de sécurité, c'est pas les problèmes de l'utilisateur, c'est nos problèmes à nous, IT. Et un que j'aime beaucoup, c'est la partie helpdesk, parce que un petit peu d'autonomie pour nos utilisateurs, ça fait du bien. Donc du self-care qui se débrouille tout seul. Ça sert à rien d'appeler comme là l'informatique pour qu'on lui demande de rebooter son poste. C'est évidemment un énorme troll, mais c'est si l'utilisateur est autonome pour se dépatouiller, il sera que plus content et on va gagner du temps, on va gagner beaucoup de choses. Euh, cette vidéo est pas juste pour vous faire du blabla. Évidemment, dedans, je vais vous parler de mon dernier bébé. Donc, ce sera très orienté. Vous en faites pas. Si vous continuez la vidéo, c'est de la pub. Donc, on continue. Histoire de pub. Donc, il y a un bout de logo à gauche. Vous connaissez certainement pas ce produit puisqu'il va sortir fin août, début septembre. Si tout se passe bien, le développement est fini, on est en train de faire les derniers tests. Donc ces quatre projets, DevOps, SafeCare, BYOD et Cloud, ils ont qu'un but tous les quatre. Il est relativement simple. Si on fait un petit graphique, on a d'un côté le coût et de l'autre côté, on va mettre l'expérience utilisateur. Voilà. Si je prends ces deux paramètres-là pour me dessiner une courbe, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir simplement une courbe, du moins ce qu'on aimerait avoir, c'est voir le coût baisser et l'expérience utilisateur augmenter. La- Si on prend les quatre exemples, les quatre chantiers dont je vous parle aujourd'hui, ils vont dans ce sens-là. Le DevOps va permettre de baisser les coûts, puisqu'on est censé limiter le nombre d'incidents, améliorer les temps de livraison, baisser le coût du développement et être capable de gérer l'infrastructure sans être accroché aux applicatifs déployés dessus. Donc pour l'utilisateur, ça va être des versions plus récentes, plus régulières, et on peut espérer une meilleure réponse à ces attentes. Sur le self-care, on est en plein dedans. C'est vraiment ça. On baisse le nombre de tickets, on baisse le coût d'une intervention et l'utilisateur, il est servi par lui-même tout de suite, au plus proche, au plus rapide, il est heureux. Le BYOD, je ne suis pas sûr que ça baisse les coûts encore. Par contre, en termes d'expérience utilisateur, il va avoir la même chose qu'à la maison, il va faire le choix de ses applicatifs. Il devrait être plutôt satisfait, j'imagine. Et le cloud, alors là, par contre, pour le coup, le cloud, je pense qu'on peut gentiment oublier l'expérience utilisateur. Par contre, pour le coup,
là, ça devient vraiment très intéressant, puisque il n'y a pas photo, hein, un Azure ou un AWS, même si ils arrivent à gagner beaucoup d'argent là-dessus, ils sont quand même moins chers que nous. On peut rien dire là-dessus. Et dès qu'on va passer sur de l'application des services, hein, que ce soit de la messagerie ou des choses plus complexes, très clairement, on baisse fortement les coûts. Il faut quand même admettre que, autant en termes de technologie, ces dernières années ont été vraiment très très riches, que ce soit la virtualisation, le cloud, même en termes d'hardware, on a fait des bons en avant, autant en termes d'architecture, on est resté sur des modèles assez autour de nos serveurs, avec notre sécurité périmétrique, avec tout ça. Et on n'a pas, nous, IT, on n'a pas vraiment évolué aussi vite. On n'a pas su changer de méthodologie comme les développeurs ont pu faire. Euh, il y a déjà un paquet d'années, le développement a... Ouhou, viens au-delà, toi. La- quand le développement a utilisé la programmation orientée objet, pour moi, ça a été une réelle révolution. Quand on regarde des langages qui sont purs objets aujourd'hui, comme le C++, le Python, le Java, le C Sharp, au final, on a les langages les plus utilisés dans le monde. Microsoft, enfin, dans le monde de l'IT, de la micro-informatique, voilà, pas des gros systèmes évidemment, mais dans le monde de la micro-informatique, hein, pas de l'embarquer, ça a été une vraie révolution. Et quand on réfléchit 2 secondes à ce qui a fait la force de ça, c'est que les développeurs, ils ont su en fait changer de paradigme. Alors, je vais vous mettre la définition Wikipédia parce que j'ai pas trouvé mieux. Donc un paradigme de programmation est une façon d'approcher la programmation informatique et de traiter la solution aux problèmes et leur formulation dans un langage de programmation approprié. Il s'oppose à la méthodologie qui est une manière d'organiser, blablabla. Et aujourd'hui, nous, on utilise principalement des méthodologies, en fait, au niveau de l'infra. Même au niveau de l'expérience utilisateur. Un utilisateur, il a un problème, il doit ouvrir un ticket, il a une méthodologie pour ça, il remplit son ticket, ça part sur le support niveau 3, niveau 2, niveau 1. Ils ont leur processus interne, ils ont leurs différents process, ils valident, ils font leur check. Et derrière, ça peut partir sur les admins ou sur les archives, j'en sais rien. Et là, pareil, ils vont avoir toutes leurs docs, etc., pour rajouter un serveur, pour modifier un compte, pour modifier je ne sais trop quoi. Et au final, euh, on n'a pas, nous, infra, changé de paradigme depuis très longtemps. Pourtant, il y a des choses qui se font. euh, euh, et il y a des gros qui l'ont fait. Je prends toujours, quand je discute de ça, l'exemple d'AWS. Alors, je vais peut-être dire une énorme bêtise, mais ma mémoire est des fois faillible. Il me semble qu'en 2003-2004, il y a eu un changement de direction chez un libraire en ligne. Et le manager, le nouveau responsable, a dit il n'y a plus aucun service qui sort de chez nous si il n'est pas appelable par les autres de manière transparente. Et au final, ça a été de se dire, voilà, on va faire des microservices partout et je veux des API pour tout ce qui sort. On ne produit plus rien si on n'a pas une API appelable sur ce projet. C'est, je pense que c'est le coche qui nous manque et c'est celui-là qui va nous permettre de pouvoir passer une barrière qui nous bloque aujourd'hui sur tout ce qui est self-care et cloud. Et c'est là que mon travail intervient. Pour vous donner un aperçu de, de mon bastion, on va réduire un peu le logo, ça sert à rien. Voilà, il est là, on est content. Euh, la- je ne vais pas vous parler de ce que fait le produit, ça je le ferai dans d'autres vidéos, et puis de toute façon il y aura toute la doc en ligne, etc. Je vais juste prendre un cas pratique et tout simple. On va imaginer qu'on a un utilisateur et ce user il a un besoin quelconque. Ça peut être, je sais pas moi, réindexer les fiches clients dans le CRM. Ça peut être
créer un nouveau serveur, ça peut être publier une application, ça peut être déployer, ça peut être tout ce qui va venir interagir avec l'utilisateur sur lequel il aurait besoin de droits. La- En fait, tout ce qui fait le travail du support et de l'ingénierie de production. Enfin, pas tout, ce serait réducteur, mais une grosse partie du travail du support et des ingés de prod. Donc on va imaginer que on a un utilisateur et il veut, pour l'exemple, une nouvelle VDI. Voilà, donc ça c'est son besoin, c'est à lui. Voilà, il veut une nouvelle VDI. Pour ce faire, disons, suivant la taille des entreprises, ça évolue un petit peu, mais pour ce faire, il va être obligé de contacter un informaticien. Voilà. Donc il va contacter un informaticien. Cet informaticien, il règne en roi sur ces infras. Et cet informaticien, il va avoir besoin de plusieurs briques pour créer cette VDI. Et il va avoir une... Hop, jaune. Pourquoi jaune? C'est pas bien en jaune. On va remettre du noir. Hop, excusez-moi. Hop. Donc il va avoir besoin d'une première partie qui vont être les hyperviseurs. Il va avoir besoin d'une autre brique qui vont être donc les brokers. Hein, le premier va nous servir à héberger la machine et le deuxième à la distribuer. Il va avoir besoin, on va faire un schéma simple, on va dire qu'il a juste besoin après d'un compte quelque part pour un compte, un annuaire LDAP quelconque pour pouvoir lui filer les droits. Bref, cet admin, il va avoir besoin d'accéder à ces différentes briques d'infrastructure avec différentes, comment dirais-je, différentes capacités. Et évidemment, au début, il va lui falloir les accès, puisque s'il n'est pas admin sur ces différentes briques d'infra, ça va le bête, reviens là, toi. Voilà, il va pas avoir. Bref, il a besoin d'avoir les accès, évidemment. S'il n'est pas admin des hyperviseurs, il ne va pas aller bien loin. Il va avoir besoin des différentes consoles. Il va avoir besoin du réseau, parce qu'il va falloir ouvrir les routes, etc. Et la chose qui est la plus problématique, il va avoir besoin de compétences. Une fois que l'administrateur il a tout ça, il va pouvoir recevoir sa demande, soit en direct, soit au travers d'un helpdesk au milieu, etc. Mais il va recevoir la demande, il va créer ou dupliquer ou comme il veut dans son hyperviseur la nouvelle VDI, il va la configurer dans son broker, affecter l'utilisateur à l'AD, et une fois que c'est fini, toujours au travers de son support par mail ou à la machine à café, puisque c'est comme ça que ça marche, il va pouvoir retourner les informations à l'utilisateur qui pourra se connecter à sa VDI. On est sur un schéma qui est on ne peut plus simple. Évidemment, le problème est que comment dirais-je, cet admin, il n'a peut-être pas les droits sur toutes les briques d'infra. Et donc il va peut-être falloir un deuxième admin pour faire un autre bout, parce que il n'a peut-être pas les droits dans l'AD, donc il faudra avoir un autre admin pour le faire, etc. Résultat des courses, la création d'une simple VDI qui, quand on demande à Amazon ou à n'importe qui sur Internet, enfin des professionnels de ça, nous le font en l'espace de quelques minutes, voire des fois moins, et au final, chez nous, peut prendre un petit peu de temps. Et, et surtout, en fait, ça revient assez cher. Jusque-là, on est sur une petite structure, ça va bien, il y a une demande de temps en temps, tout roule. Si là, on se retrouve avec plein d'utilisateurs qui font tous leurs demandes, et notre pauvre admin, le pauvre mec là, il est complètement busy. Et au bout d'un moment, comme
j'ose imaginer tout bon informaticien, et ben il va virer ça, il va enlever toutes les connexions là, et il va simplement, ici, il va venir, comment dirais-je, il va venir faire de l'industrialisation. Donc il va créer un script, que ce soit du Python, du PowerShell, ce qu'il veut. Il va créer un script et c'est ce script, hop, on va mettre ça dedans, c'est toujours plus moche. C'est ce script qui va se connecter à l'AD, qui va se connecter au broker et qui va se connecter aux hyperviseurs. Les utilisateurs envoient la demande à l'admin, l'admin exécute son script avec les bons paramètres et on livre, du coup de manière plus fiable, puisqu'on respecte bel et bien toutes les procédures, les règles, les plans de nommage, etc. Mais ça reste, comment dire, il peut continuer en fait à être débordé par le nombre de demandes et passer son temps à relancer son script. Il y a une autre chose qui va changer là-dedans, c'est que il va être obligé d'utiliser des SDK, les SDK correspondant comment dire, aux différentes briques d'infrastructure qu'il a besoin de taper, et normalement, il a plus besoin de la console. Un autre truc assez intéressant, c'est qu'il a toujours besoin d'avoir des droits, d'avoir des accès réseau, etc. Par contre, il n'a plus besoin d'avoir de compétences, puisque toute l'intelligence est portée dans le script. Ce qui risque de se passer, en tout cas c'est ce qui semble logique, c'est que là, on lui retire sa couronne. Il n'a plus besoin d'être très capé, il n'a plus besoin d'avoir un TGM important. Au final, ici, on peut mettre un junior, peut-être avec une tête mieux dessinée, mais on peut mettre un junior ici, ou faire de l'offshore, appelons ça comme on veut, pour venir faire ça. Comme cette personne, alors là on a encore baissé les coûts puisqu'on est plus rapide et le mec est moins payé, soyons honnêtes, désolé. Pour faire ça, par contre, il va falloir rajouter une partie ici de validation de la demande, que ce soit fait par un humain ou que ce soit fait par un formulaire, un outil quelconque, mais en tout cas il va falloir rajouter quelque chose devant pour valider, puisque on peut imaginer que l'IT qui est là, maîtrisant pas, n'ayant pas le skill, les compétences sur les différentes briques d'infra, on peut imaginer qu'il n'est pas forcément à même de qualifier dans tous les cas la pertinence de la demande. Moi, ce que je développe, ce que je vous propose en fait, c'est si cette personne-là n'a plus d'intelligence, alors il faut l'enlever. Et à la place, mettre un microservice, comme on a vu tout à l'heure. Donc on va avoir nos microservices. Non, ça fait Microsoft, on oublie, il n'y a pas de microservice chez Bilou. On va avoir un microservice. Ce microservice, moi je l'ai appelé Worker. Et devant l'utilisateur, on va venir lui donner un outil, un portail web quelconque, avec des formulaires pour venir faire toute la validation. Et in fine, la charge, elle est là. Ça transfère les demandes au worker et c'est le worker qui exécute les scripts. Vous l'aurez, j'espère, constaté, jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait, c'est simplement avoir un système de remote exec. C'est un PS exec, pas forcément sexy, etc. Mais il faut bien retenir que si vous savez scripter une action, avec EasyBastion, vous saurez la distribuer sur un format d'API type REST. Revenons à nos trois petits services. Donc on avait le service Active Directory, on avait notre service broker et on avait notre service superviseur. Le jeu, aujourd'hui, si on est sur une sécurité purement périmétrique comme se fait souvent en entreprise, ces trois services-là sont simplement dans notre infra
Et on ouvre des flux dans tous les sens, on donne des comptes à droite, à gauche pour que les différents IT, quand ils doivent aller faire des modifications sur les bouts d'infra des autres, soit fassent des demandes, ce qui est horrible, soit on leur file un compte admin, on leur ouvre des accès réseau, on leur donne, on leur dit la liste des serveurs qu'il faut contacter, etc. Donc ils ont réellement des besoins, toujours les mêmes, hein, des accès, des droits, etc. Euh, en utilisant mon bastion, ce que moi je veux faire en fait, c'est splitter complètement ces architectures et dire que chaque personne, chaque team a ses zones de responsabilité. Ils connaissent leurs produits, c'est leur métier, ils sont experts dedans. Et un expert sur Xen n'est pas forcément un expert sur la partie hyperviseur de chez VMware ou sur Exchange ou sur peu importe SQL Server ou peu importe. Et donc ça va être ces admins-là, responsables de leur propre infra, qui vont venir créer des scripts. Hop, ils vont créer des scripts. Et on va faire des petits ronds pour les scripts, c'est affreux mais c'est comme ça. C'est pour l'exemple, ils vont venir créer des actions et donner une porte d'accès. On ferme complètement le reste. Donc il y a juste cette porte-là qui reste ouverte et tout le reste, je viens fermer. Je viens fermer. Les utilisateurs qui auraient besoin de venir consommer des services chez moi auront d'autres choix que de passer par mon portail, qui est un microservice qu'on verra un peu plus tard quand on verra l'architecture, donc qui est vraiment le service, le front, toute la partie routage. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que on est sur du HTTP, on est sur des API REST. Donc on a toute la partie crude avec des verbes qui sont simples, qui sont du get, du post, du put, du delete, du patch. Et je vais être capable de dire que si je veux que mon infra, euh, que je sais pas moi, la partie broker, on sait on a une maintenance, on veut pas qu'on y touche, alors je vais simplement désactiver les posts, les get et compagnie. Enfin, du moins, je vais garder que les get si je veux passer en frozen. Ce qui fait que les autres services pourront continuer à venir interroger mon broker, mais uniquement avec les verbes que j'aurai décidés. Donc, ils pourront faire que de la lecture ou, en général, c'est plutôt ça qui nous intéresse, mais on va dire qu'ils vont être capables de faire que de la lecture. Euh, un autre point intéressant, puisqu'il y a à peu près 3 familles sur lesquelles j'interviens. L'autre point intéressant, c'est que, comme on l'a vu sur l'exemple du New VDI, on va pouvoir déléguer facilement. Donc, en termes de temps et de coût, il n'y a pas mieux que de laisser faire l'utilisateur. Et il y a un autre point qui est très important, c'est de se dire que quand mes équipes brokers ont besoin d'aller requêter ont besoin d'aller requêter les hyperviseurs, ils sont obligés de connaître les serveurs à l'intérieur. Ils sont obligés d'en avoir une vision complète. Alors que là, tout ce qu'ils auront besoin d'avoir, c'est l'adresse du microservice d'accès. Et toute l'infra qui est à l'intérieur, tous les serveurs qui sont ici, j'ai pas besoin de les connaître. J'ai pas besoin d'avoir leur version, j'ai pas besoin d'avoir leur SDK, ce qui fait que je suis un petit peu agnostique. Pour en revenir au script, hein, il y a quand même quelque chose qui est très très sexy, c'est que, imaginons que j'ai un script côté AD qui dise, voilà, tu vas être capable de créer un groupe, capable de créer un user, le mettre dans le groupe, etc. Et c'est dans des OU ou dans des groupes qui sont dédiés aux équipes qui gèrent les hyperviseurs. Le- en faisant ça, je vais pouvoir déléguer uniquement les API correspondants de manière très très granulaire. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire des scripts, par exemple, qui ne donneront accès que aux OU qui vont bien pour ces personnes-là. Et je vais dédier ces scripts-là à ces personnes.
Résultat des courses, je vais pas être obligé, je vais pas avoir besoin de faire des délégations compliquées et complexes à voir dans le temps, parce que sur des délégations AD, pour l'exemple, au bout d'un moment, faire un report pour savoir qui a accès à quoi quand on a une boîte de plus de 50 000 personnes, c'est juste impossible. Euh, et alors que là, on a vraiment une console d'admin qui va nous fournir uniquement les droits de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre de rigolo à vous raconter là-dessus? Euh, Bah, pas grand-chose, je pense qu'on va passer, pour finir et conclure, à l'architecture, à quoi ça ressemble. Hop, on va prendre une page neuve et on va repartir là-dessus. Voilà. Donc, on a plusieurs microservices. Le premier s'appelle EasyBastion Server. Voilà. Ensuite, on a un EasyBastion PKI. Hop, on va venir relier tout ça après. On a un EasyBastion, là on a les workers. Il faudrait quand même pas venir les oublier. C'est embêtant d'être obligé de redimensionner à chaque fois ce truc-là. Et on a un EasyBastion pour les databases. Donc tout ça, c'est que des microservices, hein. Ça fait 10-15 mecs chacun, et ils sont standalone. Il n'y a pas de DLL, il n'y a pas de framework ou de dépendance à avoir. C'est purement natif. Et on a, pour finir, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, un STA. Désolé pour le nom, hein, vous aurez remarqué que c'est très très imaginatif tout ça, mais qui gère donc la sécurité. Comment ça s'articule? Donc évidemment, les workers, ils vont être installés sur les backends. La PKI, elle est beaucoup plus centrale. Les utilisateurs, ou les IT, peu importe, hein, suivant si on fait du B2B ou du B2C, ils vont, disons qu'on va exposer de manière frontale le serveur et le STA. Et comment ça s'articule? Les users, hop, on va refaire un beau petit user avec une tête pas ronde. Voilà. Les users sont là, ou les scripts, ou les postes, ou des machines, peu importe. Un compte arrive et vient faire une requête sur la partie serveur. Donc il y a des backends pour ça, qui sont le backend authentication. Le serveur redirige vers le STA. Le STA, lui, il est connecté à un annuaire LDAP. Je peux avoir autant d'STA que je veux, c'est-à-dire que je vais pouvoir connecter des STA sur plusieurs backends. L'intérêt étant d'être multidomaine, mais sur des domaines qui n'ont pas de relation d'approbation. On va être capable comme ça donc de distribuer des API à des users ou du moins à des comptes qui n'ont pas d'existence dans le domaine local. Vous verrez avec les exemples et la doc enfin les cas pratiques que ça amène, et c'est rudement ça sauve un paquet de fois la mise. Donc le STA renvoie un token, un JWT à l'utilisateur, et c'est ce JWT donc, qui va être resservi une deuxième fois au serveur. Le serveur va contacter le microservice de database. Hop, on va le mettre là. Donc le serveur, il contacte en interne le microservice de database. Hop, un trait un peu plus fin. Il contacte le microservice de database. Lui, il est connecté à une base, donc du Maria, du Postgre, du Microsoft SQL, du SQLite, peu importe. Il y aura les différentes versions qui seront intégrées. Donc, vous l'avez, je pense, plutôt compris. Ici, on va avoir la partie authentification. Et là, on va avoir la partie autorisation. Donc maintenant que j'ai authentifié et autorisé l'utilisateur, mon serveur va venir calculer sur quel worker il hop,
On va en mettre un deuxième, histoire de montrer qu'il y a du routage. Il va venir, hop, on reprend le petit trait bleu, il va venir transférer la demande sur un worker. Et le worker, lui, il exécutera la charge qui est derrière. Donc, imaginons un PS1. Le résultat va être sérialisé, renvoyé au serveur et rendu à l'utilisateur au format JSON. Donc la sortie de mon PS1, est sérialisée en JSON et reroutée jusqu'à l'utilisateur par le même chemin. Vous voyez bien que l'utilisateur n'a aucune connaissance du worker sur lequel il va aller faire sa demande. Ce qui fait qu'ici on peut les changer, en rajouter des nouveaux, etc. sans avoir besoin de prévenir les autres, ce qui va drastiquement simplifier les migrations, puisque je vais être capable de rajouter un nouveau worker avec la nouvelle version, venir le tester, et le jour où j'ai décidé, dire dans la database, via la console d'admin, que maintenant c'est ce worker-là qui exécute le job en question. Donc là on a une vision assez simple du fonctionnement du bastion. On va venir nettoyer un petit peu tout ça. Hop, voilà. Maintenant, comment ça communique? Je vous ai dit que la PKI était quelque chose d'assez central, puisque le STA, quand il va venir créer les jetons pour les utilisateurs, donc au format JWT, ces JWT seront signés, donc avec une signature donc de ECDCSA, donc une signature elliptique, pardon, je vais y arriver. Hop. Donc à l'installation, le STA a contacté la PKI pour avoir ces certificats. À l'installation, l'ADB va faire la même chose, le serveur aussi. Et chaque worker aura ça. Ce qui fait que quand le STA va, enfin via l'utilisateur, mais quand le STA va transmettre le jeton au serveur, le serveur sera capable de valider le jeton puisqu'il a été signé par une autorité qui est connue. Quand le serveur va venir contacter la database, il va venir s'authentifier de manière PKI avec son certificat. Quand le serveur va transmettre à un des workers, il va le faire via ce certificat. Et en fait, tout est entièrement chiffré. Tous les flux sont complètement chiffrés à l'intérieur de l'architecture. Hop, on refait un petit peu de ménage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de rigolo là-dessus? Hop, on a perdu le bonhomme. Eh ben, je pense que là, on doit être à pas loin de 30 minutes. Je vais m'arrêter là. Je vais vous refaire une autre petite vidéo qui sera sur le site officiel d'EasyBastion. Sur la console d'administration et puis une petite vidéo vite fait sur comment monter un POC, parce qu'il y en a pour moins d'une demi-heure à monter un POC sans aucune modification de votre architecture. Donc j'espère que vous allez poker ça très très vite. Merci d'avoir écouté et à très très bientôt.